Les cibles, parce qu'on avait la liste des cibles hier soir. Ce soir, on sait que les attaques ont lieu entre les deux camps. L'Iran frappe rapidement. Et il y a eu une attaque sur un pont entre Shiraz et Bandar Abbas. Attendez, je vais afficher la carte. Hier soir, ce qu'on avait entendu, c'est que tous ces endroits que vous voyez sur la carte, de l'est à l'ouest de l'Iran, jusqu'au sud du pays, tous ces systèmes de défense aérienne avaient été activés. Aucune explosion n'avait été signalée, sauf une, à Ahvaz. C'était près de l'hôpital pour enfants atteints de cancer, non? Exactement. C'était l'explosion dans la ville d'Ahvaz. Comme je viens de là-bas, c'est vraiment important pour moi quand quelque chose comme ça arrive. J'ai littéralement appelé pour savoir ce qui se passait et à quel point c'était grave. Mais il semble que tout aille bien pour le moment. Cela dit, ils ont frappé des cibles très proches de l'hôpital, et l'hôpital a été endommagé d'une certaine manière. Et l'autre partie, l'autre carte, c'est celle-ci, Larry. Les cibles que l'Iran a frappées, elles vont du Bahreïn jusqu'au Koweït, et on voit tous ces radars. Le regroupement de soldats américains à Oman a été signalé. Aujourd'hui et hier, c'est un hôtel à Oman qui a été visé. Le sommet de l'hôtel a été touché. On disait que des soldats américains s'y trouvaient et que l'Iran avait frappé ce bâtiment. Donc voilà les cibles qu'attaque l'Iran. J'ai parlé avec Pepe aujourd'hui et il m'a dit que dans les prochaines heures, ou peut-être dans les 2 prochains jours, quelque chose d'important pourrait se produire. Quelle est ta lecture de tout ça? Est-ce qu'on va assister à quelque chose de majeur, une guerre totale, ou quelque chose de ce genre? Eh bien, je pense que le Majlis, j'ai oublié le nom exact du responsable qui a fait cette déclaration la semaine dernière, je crois, mais l'Iran a dit en gros que si les États-Unis les attaquaient, ils avaient 3 options. Fermer le détroit de Bab el-Mandeb, revoir ou réévaluer leur politique nucléaire, et troisièmement, se retirer du TNP. Alors, dire qu'on va s'asseoir pour réévaluer sa politique, qu'est-ce qu'il y a à réévaluer? Soit on veut avoir l'arme nucléaire, soit on ne la veut pas. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Donc moi j'en conclus qu'ils envisagent sérieusement de développer une arme nucléaire. C'est comme ça que je le comprends. Il y a en ce moment des discussions au Parlement, ou comme on l'appelle là-bas, le Majlis. En Iran, ils disent le Majlis, c'est leur Parlement. Et apparemment, tous les membres se sont mis d'accord, d'une manière ou d'une autre, sur une sorte d'initiative concernant le programme nucléaire iranien. Peut-être quelque chose en lien avec le TNP. Peut-être, je ne sais pas trop, on n'a pas les détails de ces discussions. Mais en gros, il y a eu 2 résolutions au Majlis, et l'une d'elles portait principalement sur le programme nucléaire. Je pense que l'objectif principal, c'est le TNP, et la question de la nature des éventuelles discussions, si jamais quelque chose devait se passer à l'avenir, ou si l'Iran voulait en reparler. Mais on a l'impression que la situation est tellement négative qu'ils ne veulent plus aborder le sujet. De quoi veut-on parler, franchement? Les États-Unis n'ont respecté aucun de leurs engagements prévus dans le protocole d'accord. Oui, ils ont pris une initiative, lever le blocus, lever les sanctions sur le pétrole, puis ils ont réimposé les sanctions sur le pétrole, et maintenant, ils ont rétabli le blocus. Donc en réalité, les États-Unis n'ont rien accepté du tout. Au fond, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont débloquer les avoirs gelés? Je suis sûr que l'Iran va avoir toute une série de revendications. À mon avis, d'ici ce week-end, le Pakistan va supplier l'Iran de revenir à la table, de négocier avec les États-Unis, de leur parler. Et je pense que l'Iran va répondre quelque chose comme « On ne leur parlera que lorsqu'ils auront débloqué les fonds, montré l'argent, levé les sanctions et obtenu qu'Israël se retire du sud du Liban. »
Je pense qu'en réalité, le changement le plus spectaculaire dans la situation tactique, ou disons plutôt stratégique, c'est que l'Iran utilise maintenant le système Beidou. La Chine a développé son propre système de positionnement, l'équivalent de ce que les Américains appellent le GPS. Apparemment, en juin dernier, pendant la guerre de 12 jours, l'Iran utilisait le GPS et les États-Unis ainsi qu'Israël le brouillaient. Du coup, les missiles programmés pour frapper une cible précise recevaient de mauvaises coordonnées. Résultat, beaucoup de frappes iraniennes ont raté leur objectif. Elles n'ont pas touché ce qu'elles devaient toucher, parce que les États-Unis les trompaient. Aujourd'hui, la situation est complètement différente, et l'Iran atteint bien les cibles qu'il vise. Ça veut dire qu'ils ont commencé à utiliser ce Beidou, ou peu importe comment ça s'appelle. Le nom, c'est bien Beidou, non? B-E-I-D-O-U. Oui, Beidou, je crois, oui. Je suppose que la Russie s'en sert aussi. Je ne sais pas si la Russie utilise ça ou si elle a son propre système. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins en Iran, ils utilisent le système chinois. Les sources pakistanaises, on dirait qu'elles reçoivent beaucoup d'appels ou qu'elles ont des discussions avec Donald Trump parce qu'il leur demande de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il leur demande. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut? Vous comprenez ce qu'il veut que le Pakistan fasse? Il n'y a plus rien là-bas. Oui. Est-ce que tu as entendu des informations aujourd'hui disant que Trump essaie de contacter le Pakistan? Pepe m'a dit aujourd'hui que le Pakistan recevait plusieurs appels de Donald Trump et de son administration pour faire quelque chose avec l'Iran. D'accord. C'est ma seule source. Il me l'a dit aujourd'hui. Oui, il veut que l'Iran se rende, ou du moins que ça en ait l'air, pour que Trump puisse annoncer une victoire. Mais ça n'arrivera pas. Je pense que l'Iran a atteint sa limite de patience avec les États-Unis. Larry, est-ce que les pays du Golfe risquent vraiment tout dans cette guerre? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à tout risquer? Eh bien, je ne sais pas s'ils sont prêts à tout risquer. Mais clairement, tout est en jeu. Disons-le comme ça. Ils doivent donc décider, vous voyez, pour quelle équipe ils vont jouer. L'équipe de l'islam ou l'équipe de l'Amérique. Et je pense que jouer pour l'équipe de l'Amérique, c'est une entreprise extrêmement risquée. Est-ce que vous voyez de l'unité entre eux? Ou bien vous percevez encore des divisions? Oh, c'est toujours chacun pour soi. Il n'y a absolument aucune unité là-bas. Vous savez, les Saoudiens détestent les Émiratis et les Koweïtiens détestent les Qataris. Franchement, il n'y a aucune base d'unité là-bas. Les rapports d'hier et d'aujourd'hui disent que les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite par exemple, coopéreraient avec les États-Unis sur des cibles en Iran, ou qu'ils voudraient participer davantage aux attaques. Aujourd'hui, on a vu un rapport selon lequel un drone venu des Émirats arabes unis serait allé en Iran pour y faire quelque chose. Et puis, les médias israéliens parlent du Qatar, qui voudrait d'une manière ou d'une autre participer, faire partie des attaques. Ensuite, le gouvernement qatari a réagi en disant « Non, ce n'est pas vrai. Tout ça est faux. Nous ne ferons rien contre l'Iran. » Alors, est-ce que c'est une forme de propagande israélienne? Ou bien il se passe vraiment quelque chose? Eh bien, forcément, dans ce genre de conflit, on voit circuler énormément de propagande et de désinformation,
venant de plusieurs camps. Donc je ne peux pas dire précisément si ça vient d'Israël ou pas. Regardons plutôt ce que les gens font. Pour l'instant, ce soir, il semble que l'Iran vise toujours le Koweït et Bahreïn. Ce sont les deux cibles principales. Mais je m'attends aussi à ce qu'il frappe de nouveau la Jordanie en visant ces deux bases aériennes. C'est ce qu'ils doivent faire, neutraliser ces bases. Et les États-Unis vont devoir bouger. Ils avaient des systèmes patriotes en Irak, Larry, qui ont été touchés par des missiles iraniens. Et les images sont sorties aujourd'hui, on les voit clairement. Je me souviens hier soir, on en a parlé. Je t'ai demandé si la base aérienne américaine en Irak était importante. Et tu m'as dit qu'ils avaient quelque chose là-bas. Eh bien voilà ce qui est sorti aujourd'hui. C'est l'emplacement de ces systèmes patriotes qui ont été frappés. Attends, laisse-moi regarder ça. Oui, am surmise septan Larry Sion till le missile Ilaning. Oui, ça ne montre pas grand-chose. Ça montre juste un changement de couleur. Oui, un changement de couleur. Certains de ces canaux Telegram disent « Oh, regardez, un missile est intercepté ». Et puis, quand on clique sur la vidéo, il n'y a rien du tout. Donc, certains titres ne sont que purs pas à clic. Je n'ai vu aucune interception, aucune vidéo, rien du tout. Ces derniers jours, aucune image d'interception par l'un de ces systèmes de défense aérienne. Je me demandais s'il y avait encore des systèmes Patriot dans les pays du Golfe ou s'ils avaient encore les intercepteurs. Peu importe. De toute façon, ça ne marche pas. D'accord, ils ont peut-être des Patriot 3, mais ces systèmes n'y ont pas conjumelasmek. Les États-Unis ont lancé aujourd'hui une nouvelle série d'attaques à 14 heures, heure de la côte Est, Larry. Votre heure, c'est bien 9 heures ou 9h30 du soir. Heure d'Iran, c'est ça? Oui, exactement. 9h30, pile. Et c'est toujours le seul cas que je vois dans les médias persans. Ou alors, ceux qui essaient d'en parler disent en gros que les États-Unis se préparent peut-être à une sorte d'invasion terrestre depuis le Kurdistan irakien et non depuis le Golfe Persique. C'est n'importe quoi. Ces troupes, elles sont basées où, hein? Vous savez, l'Iran, la Russie, la Chine. Quelqu'un va forcément, enfin, si vous avez une force d'invasion, on parle de combien d'hommes? Une centaine. Ce n'est pas une invasion, ça. C'est juste un raid. C'est du harcèlement. C'est rien du tout. Vous savez, si vous voulez vraiment envahir, il faut plutôt parler de 500 000, voire 700 000 soldats. Les États-Unis n'en ont pas autant. Alors, est-ce qu'il y a, vous savez, une forme de communication avec des sources pakistanaises dont vous entendez parler? Est-ce qu'il existe une ligne de communication, des échanges actifs entre l'Iran et les États-Unis? On a parlé d'une ligne directe entre les deux, mais les Iraniens ont ensuite démenti en disant qu'il ne se passait rien. Mais qu'en est-il du côté pakistanais? Eh bien, les communications passent par le Pakistan. L'Iran parle au Pakistan, le Pakistan parle aux États-Unis, les États-Unis parlent au Pakistan et le Pakistan parle à l'Iran. Donc, ils passent par un intermédiaire. Parfois, le Qatar s'en mêle aussi. Le Pakistan se trouve d'une certaine façon dans une position assez délicate parce qu'il a un traité, ou en tout cas une sorte d'alliance militaire, avec l'Arabie saoudite. D'un autre côté, ils ont déclaré avoir des troupes sur le sol saoudien pour défendre l'Arabie saoudite. Si quelque chose se produit entre le Yémen et l'Arabie saoudite, il semble, comme l'a rapporté Reuters,
qu'ils se battraient contre les Yéménites. Ma question c'est, quelle différence peuvent-ils vraiment apporter dans la défense de l'Arabie saoudite si on part du principe qu'ils veulent effectivement la soutenir ou la protéger? Oui, si le Pakistan fait ça, il se disqualifie complètement comme médiateur. Et là, tu vois, la guerre prend une toute autre tournure. Ils vont fermer le détroit de Bab el-Mandeb et ils vont faire sauter Yambu. Ensuite, l'Arabie saoudite ira sans doute s'en prendre aussi à l'oléoduc. Et là, l'Arabie saoudite sera dans une sacrée galère. Mais ce sera entièrement de sa faute. Mais que peuvent-ils faire d'autre pour l'Arabie saoudite? La dernière fois, les États-Unis, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont essayé de vaincre les Yéménites, d'une manière ou d'une autre, et ils n'y sont pas parvenus. Alors, que peuvent-ils faire de plus en faveur de l'Arabie saoudite? C'est ça ma question. Oui, négocier. C'est ce qu'ils pourraient faire, mais ils refusent de le faire. Oui. C'est ça, c'est le point essentiel. Oui. Oui. Larry, la situation du Liban, en ce moment, c'est l'une des principales préoccupations. On sait que Donald Trump est en contact et discute, comme l'ont mentionné les grands médias, avec Benjamin Netanyahou, et qu'il parle aussi avec le gouvernement libanais. Est-ce que tu vois une raison de penser qu'il pourrait se passer quelque chose entre les deux parties, le Liban et Israël? Non. Je veux dire, peu importe l'accord que Joséphine conclut avec Israël, ça n'a aucune importance. Il n'inclut pas le Hezbollah. Il faut inclure le Hezbollah. Si on veut parvenir à un accord négocié, il faudra parler au Hezbollah. Il n'y a pas d'autre solution. Un accord pour le Liban doit forcément inclure le Hezbollah. Et tant qu'Israël fera semblant de ne pas avoir à leur parler, ces réunions diplomatiques ne voudront strictement rien dire. C'est grave pour les Iraniens, parce qu'aujourd'hui, le conseiller militaire du guide suprême iranien a déclaré qu'ils avaient pris une décision importante en Iran. Si Israël agit contre le Hezbollah, contre le Liban, ils frapperont directement Damas. Eh bien, c'était assez clair. Je ne vois pas Al-Sharaf vouloir envoyer ses hommes dans une nouvelle guerre contre le Hezbollah. Ils ne l'ont pas fait, parce que, comme tu l'as dit, ça ferait entrer l'Iran dans le jeu. Et la dernière fois que c'est arrivé, ça ne s'est pas très bien terminé pour Daesh et Al-Nusra. Larry, est-ce que tu vois un rôle pour la Turquie dans ce qui se passe en Afrique, dans le Sahel? Parce qu'il a envoyé une partie de ses forces de Syrie vers le Sahel, en Afrique. Je me demandais, quel est exactement le rôle de la Turquie dans tout ce désordre qui se passe en Afrique? Je ne suis pas encore sûr de savoir avec qui ils s'alignent, disons au Mali ou au Niger. La Turquie ferait mieux de rester chez elle et de mettre de l'ordre dans ses affaires d'abord, surtout dans sa relation avec Israël. Qu'il coupe le pétrole azéri et qu'il force Israël à quitter le sud du Liban. Mais Erdogan gagne trop d'argent avec ça pour l'instant. Oui, c'est un accord entre l'Azerbaïdjan et Israël, mais ils peuvent agir eux. Erdogan, lui, ne fera rien. Je n'y crois pas. Non, c'est un beau parleur. Du vent, rien d'autre. Il menace d'agir, mais il ne fait jamais rien. Oui, même s'il entretient de bonnes relations avec le Qatar, ça ne change rien aux problèmes auxquels ils font face.
À mon avis, le seul pays de ce côté-là qui peut vraiment faire quelque chose concernant Israël, c'est la Turquie. Oui. L'Azerbaïdjan, c'est un cas étrange, Larry. Le pays le plus étrange de la région, c'est l'Azerbaïdjan. Ils sont majoritairement chiites. Et si je ne me trompe pas, oui, ils sont surtout chiites. C'est de là que vient Khamenei. Je veux dire, il est azéri. Oui, et en fait, ils font complètement l'inverse de tout le concept chiite et... Eh bien, ils se sont vendus. Ils se sont vendus à l'Occident. Ali s'est vendu à l'Occident. Et tu sais, c'est facile. Il va continuer à poser problème, et tu sais, je pense que la Russie a encore les ressources pour le contrôler, mais pas plus que ça. Tu vois, on peut en arriver au point où ils bloqueront sa capacité à fournir du pétrole. Ils n'ont qu'à détruire les champs pétrolifères.